avez les papilles qui s'agitent et l'estomac qui grince et qu'il est l'heure de Qu'est-ce qu'on food. Et aujourd'hui, on vous propose d'aller faire un petit tour en dehors de la région parisienne, à quelques 2 heures de voiture à peu près, un peu plus, de train plutôt exactement. Et on part à Chambord. Isabelle est partie visiter ce beau domaine et surtout rencontrer un chef exceptionnel qui maîtrise la cuisine de terroir. Tout à fait. Aujourd'hui, on vous emmène juste à côté de Chambord. On est entre Blois et Chambord. On part à Montlivault. Montlivault, ça s'écrit Montlivault. Montlivault. On a compris. Vous avez compris. Exactement. Et donc, dans ce petit village qui est dans un cadre absolument incroyable, parce qu'il y a Chambord, mais il n'y a pas que Chambord, il y a quand même un paquet de châteaux accessibles juste à côté. S'est installé un chef qui est originaire de la région, qui s'appelle Christophe Hay. Et il a ouvert un restaurant qui s'appelle La Maison d'à côté. Et la maison d'à côté est aujourd'hui étoilée, un restaurant 1 étoile. Et ce jeune chef, il n'a que 37 ans, a réussi à développer un très joli ensemble. On se retrouve dans quelques secondes pour partir à la découverte de son univers. Alors en fait, c'est un peu à la croisée des chemins, un peu comme Alexandre Couillon à la Marine, à Noirmoutier. Ça fait partie de ces chefs de province qui ont trouvé... Ils sont très attachés à leur région. Exactement, donc ils sont originaires de là où ils travaillent. Et en plus de ça, ils ont développé l'offre gastronomique, une offre bistronomie aussi. Du coup, ils ont créé leur maison propre à côté de chez eux. Ils se sont effectivement approprié l'espace, le lieu et l'histoire de l'endroit, puisqu'en fait, donc, Christophe a fait son lycée hôtelier à Blois. Il a commencé d'abord à travailler à Blois dans un restaurant étoilé avec un chef qui s'appelle Éric Rettler. Et puis derrière, il est parti en Floride avec le groupe Paul Bocuse, un joli ligne sur son CV. Et puis il est revenu à Paris et là, il a fait des très belles adresses parisiennes. L'Hôtel de Serre, l'Édouard 7 et le Bel Ami. Et puis, coup de bol, son mentor, donc, Éric Rettler, à Blois, l'appelle en lui disant « Mais il y a un endroit qui vient de se libérer, il y a un restaurant à racheter, il faut que tu viennes voir ça. » Il vient et coup de foudre, évidemment, pour le lieu, retour aux sources, et donc avec sa femme, ils décident de s'installer là. Ils ouvrent d'abord donc un gastro, ils sont assez rapidement récompensés, et résultat, l'étoile rapidement tombe. Et quelques années après, l'opportunité de s'agrandir, et en rachetant le bar PMU, grosso merdo, qui était à côté, qui était fermé. C'est toujours une belle opportunité. Le bar PMU, faut jamais passer à côté, on sait jamais. Exactement. Et du coup, le changement s'opère, c'est-à-dire qu'il installe le gastro qui était jusque-là dans la bâtisse qu'on voit derrière, qui est la bâtisse traditionnelle, il le passe dans le nouvel espace, qui devient du coup plus moderne, et à côté, il ouvre le bistrot, côté bistrot, avec aussi un hôtel. Donc voilà, là c'est le bistrot, on voit une déco de bistrot quand même assez moderne, tout à fait. qu'on retrouve aussi dans le on retrouve les chaises aussi de bistrot, c'est le côté un peu marqué, qu'on peut moins trouver à Paris, mais des fois qui est plus marqué en province, qui est assez sympa. Donc ils ont un joli hôtel, très sympa, avec 8 chambres, 4 suites. L'avantage, c'est que on est effectivement logé à côté du bistrot et du gastro, mais plus que ça, on est à côté des merveilles de la Loire, et ça, c'est quand même très chouette. Donc à côté, on voit que le gastro est beaucoup plus moderne, la bâtisse a été refaite, il y a une verrière devant, etc. Voilà, donc c'est un autre style. Et à l'intérieur, la salle, très élégante. C'est magnifique. C'est très joli. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'on voit là au bout de la cuisine, il y a des chaises, et en fait, on peut réserver cette place pour n'importe qui, c'est pas si on est privilégié ou si on connaît particulièrement le chef. Non, n'importe qui peut venir s'installer à cette table. Et c'est vrai que du coup, on a une vue sur la cuisine absolument fantastique. On peut voir le chef cuisiner en direct avec toute sa brigade. La cuisine est toute en longueur derrière. Et c'est vrai que c'est une expérience assez impressionnante. Et bon, la salle, on la voit aussi très élégante, ton très clair, etc. C'est très apaisant, c'est un vrai cocon. Donc un bel endroit. Donc en seulement 3 ans, avec sa femme Emmanuelle qui s'occupe du coup de l'hôtel et du bistrot, ils ont réussi vraiment à créer un joli ensemble, ce qui fait qu'on peut venir séjourner chez eux et y passer quelques jours avec plaisir. Et non seulement un joli ensemble, mais un joli environnement. Très joli environnement. On est vraiment à 5 minutes du château de Chambord. Et alors ça, c'est remarquable. Alors le château de Chambord, on va le voir à l'écran pour ceux qui ne se souviennent pas de ce château. Alors le jour où j'y étais, malheureusement, il ne faisait pas un temps exceptionnel,
Mais bon, on reconnaît donc le château de Chambord à cette architecture particulière. Il a été fait par François Ier. Ah bah oui, Et bien sûr. oui. Donc il est assez fastueux, assez impressionnant, avec un nombre de tours complètement délirant. Et autour, il y a un parc qui fait, attention, 5400 hectares. C'est l'équivalent de Paris intramuros. Oui, non, mais c'est Donc, et dans ce parc, notamment à la saison du brame, du cerf, etc., c'est juste fantastique. Ouais. Et ça, c'est une réserve de chasse, en effet. Ouais, complètement. C'est impressionnant. Et je sais qu'il y a vraiment un spectacle intéressant parce que on voit toutes les bêtes qui sortent un peu, etc. Enfin, c'est on peut croiser beaucoup très intéressant. Ouais. Exactement. C'est effectivement la bonne saison pour y aller, hein, la saison de l'automne. Oui, tout à fait. Déjà, c'est beau parce que les feuilles sont toutes dorées, toutes argentées. Argentées, non, toutes dorées et toutes rouges. Et on peut effectivement croiser des animaux. Alors, Christophe a donc un attachement particulier à cette région, et particulièrement à Chambord, et va tout de suite nous expliquer pourquoi. Chambord aujourd'hui c'est aussi une richesse pour nous, c'est un passage pratiquement obligatoire pour nos clients et moi j'avais absolument envie d'avoir ce lien parce que j'ai vu ce château évoluer avec le temps. On parle de Chambord comme une réserve de chasse, mais c'est aussi et avant tout un parc magnifique, des étangs, des bois, et donc là on parle poisson, on parle champignons, on parle gibier. Et voilà, quand nos clients viennent manger au restaurant, ils ont aussi cette possibilité d'aller se promener un petit peu dans le parc derrière. Tu vas avoir la chance de cuisiner dans Chambord. Oui, alors là c'est une opportunité qui est magique pour nous, le fait de faire cette émission de 7 à 8 qui va être tournée dans le parc de Chambord et de participer à une pêche d'étang. Donc, ce qui va nous permettre de remettre en valeur la carpe à la Chambord, qui est notre plat emblématique, hein, puisque c'est notre plat du Michelin. Et donc on va cuisiner pour les gens qui vont pêcher l'étang. Donc une pêche d'étang, c'est assez emblématique pour nous dans la région. Une pêche d'étang, c'est aussi une fête avant tout. C'est des amis qui se retrouvent. Chaque étang en Sologne ont ce qu'on appelle des bondes, et ces bondes permettent de vider l'étang, de récupérer les poissons et ensuite de les vendre ou de les valoriser. En fait, il est vraiment très sur le produit local, ce qui se passe autour de lui. Et particulièrement puis, sur le poisson. Ah ouais, on va faire une courte pause et on va justement aller à la découverte de ce terroir ligérien. Alors, j'avais jamais entendu parler de cette expression. Moi non plus, avant de rencontrer Christophe. C'est ça qui est assez... Et pourtant, je suis originaire de la Loire. Oui, voilà, alors, quand on dit relatif à la Loire, on dit ligérien. Vous ne le saviez pas, je ne le savais pas, personne ne le savait. Oui, c'est incroyable, on dit ligérien. Donc, pas confondre avec nigérien. Non, ça n'a rien à voir. Le terroir n'est pas du tout pareil. Donc, le terroir ligérien, c'est donc ce terroir autour de la Loire, avec notamment tous ces poissons. Donc Christophe a vraiment fait le choix de travailler 100% local. C'est assez impressionnant parce qu'il y arrive effectivement, hein, complètement. On va le voir tout de suite. Donc aucun poisson de mer ne sont présents sur sa carte. Que des poissons effectivement d'eau douce, rivière ou fleuve, avec des poissons mais auxquels on n'est pas, mais alors pas du tout. Oh là. Non mais c'est... Alors ce qu'on voit derrière, cet énorme poisson assez impressionnant, moi j'en avais jamais entendu parler, ça s'appelle le phoque. silure. Le silure, c'est grosso merdo un cousin du poisson-chat. Hein. Donc on voit, il a des petites... C'est vrai. Voilà. Et c'est un poisson qui est énorme et qui était pas spécialement... Enfin, qui est pas spécialement connu pour être travaillé en gastronomie. Hein. On voit les pêcheurs très fiers d'avoir réussi à pêcher leur propre poisson. Et qu'est-ce qu'on en fait maintenant? mais effectivement, lui, Christophe, il a fait le choix de travailler tous ces poissons. Alors, il faut savoir que les poissons de fleuve ont beaucoup d'arêtes. C'est pour ça que généralement, les chefs les travaillent pas parce que c'est extrêmement chiant à préparer. Mais lui, avec son équipe, il joue le jeu et il les travaille. Et donc, on a de la carpe, la sande, le brochet, le gardon. Et dans les moins connus, effectivement, il y a la brème, le silure et l'aspe. Donc, c'est l'occasion vraiment de découvrir ces poissons qui sont vraiment inattendus. Alors, ils travaillent aussi évidemment de la viande. Ils ont un producteur de bœuf de Kobe. En Loire? Oui, tout à fait, en Sologne. Oui, je sais, c'est assez inattendu. Et le producteur les travaille vraiment, il les finit au lin pendant 1 an, il les masse, ils sont dans les pâturages verdoyants de Sologne. Enfin,
vraiment super. Bon, ils ont aussi du caviar de Sologne, la truffe de Touraine, la géline de Touraine qui est un petit... une volaille. Petite volaille, voilà, avec des ailes. Petite volaille, tac, tac. Et puis, bien entendu, tu en parlais tout à l'heure, ils ont du gibier en période de chasse. Beaucoup de gibier. Faisan, perdrix, sanglier, chevreuil, colvert. Et dans les plats emblématiques, alors oui, le colvert, on le connaît parce qu'il y a le pitivier de colvert. Oui, tout à fait. Le pitivier de colvert, vous le verrez tout à l'heure, donc c'est une espèce de pâté croûte, pas de pâté croûte, pardon, comme une tourte. C'est entouré de pâte feuilletée en haut, en dessus. C'est absolument fantastique. Et donc, le lièvre de Beauce, que Christophe travaille en lièvre à la royale. Le lièvre à la royale, on le sait, c'est une recette extrêmement technique, extrêmement longue, ça met plusieurs jours à préparer. C'était un grand challenge chez les chefs aussi d'ailleurs. À partir du mois de novembre, on voit arriver sur les réseaux sociaux les photos des lièvres à la royale. Exactement. Quelques jours après que je sois venue chez Christophe, il participait au concours de lièvre à la royale avec un de ses chefs. Donc on a vu la photo, donc là il était déjà préparé, on le voit là. Donc en fait autour il y a du lard, c'est entouré dans le lard parce que ça a cuit comme ça dans le lard. Donc c'est une recette qui est compliquée et qui dure 3 jours. D'abord, on vide la béite, on la vide, on garde les abats, on désosse à plat sans faire de trous. La première fois, vous n'y arrivez pas, c'est normal, faites des trous partout, c'est un peu la merdouille. Mais à force d'entraînement, normalement, vous réussissez à avoir une chair assez uniforme. Et puis derrière, on fait la marinade pour la chair pendant 24 heures dans Porto, cognac, poivre, garniture aromatique. Ça, c'est vraiment la recette de Christophe que je suis en train de vous donner. Et vous dévoilez. À côté, on concasse les os et on les met dans une marinade avec du vin rouge. Tac. Derrière, on passe la viande au sel pendant 2 heures. Et ensuite, on prépare la farce. Alors, la farce, il y a un paquet de trucs. Ça a l'air très complexe, d'après ce que je vois. Gorge de porc, dés de lard, cœur et foie passés au hachoir, poudre d'amande, truffes râpées, trompette de la mort hachée, sel et poivre évidemment, plein d'herbes fines. Et on laisse macérer tout ça une journée. Tac. Une fois qu'on a ça... technique. Oui, non, c'est compliqué. Une fois qu'on a ça, on étend son lièvre, on met la farce qu'on a préparée. Et derrière, on pose du foie gras. Bien sûr. Ensuite, on roule comme un gros saucisson. Pardon. Et derrière, on enroule dans une bande de lard. Ce qu'on a vu tout à l'heure avec la bande de lard autour. Et après, il y a encore une cuisson qui dure, 10 heures. 10 heures à 85 degrés au bain-marie. Et là, derrière, on obtient cette chose merveilleuse. Et donc, ensuite, il y a le dressage qu'on va voir tout de suite derrière à l'écran. Donc, en fait... Christophe, on voit couper cette grosse tranche qu'il a ensuite laquée de la sauce. C'est ça qui fait... c'est ça qui fait toute la... Parce que la sauce est extrêmement particulière. C'est ce à quoi on reconnaît la sauce, on y ajoute du sang et du chocolat noir pour la brillance. C'est ça, exactement. On voit ce côté laqué comme ça sur la tranche. Donc, et voilà, il pose le morceau, la sauce. On voit à côté plein de petits légumes. On voit... Hop, c'est le geste du chef, faut que tout soit absolument nickel, bien évidemment. Et donc cette recette, alors il y a différentes recettes du lièvre à la royale, mais la sienne est particulièrement esthétique, avec ce gros morceau bien recouvert. Et bien évidemment, quand on le goûte, c'est extrêmement fondant. Alors le lièvre à la royale, il faut quand même le rappeler, a été une recette qui a été faite pour Louis XIV qui n'avait plus de dents. Plus de oui, il fallait que ça il fallait qu'il arrive quand même à manger ce garçon. Exactement. Et donc il a demandé à ses chefs de faire une recette, il aimait beaucoup le gibier, beaucoup le lièvre, une recette où il n'ait pas besoin il puisse mâcher sans ses dents, quoi. Le dentier n'existant pas à l'époque. Le dentier n'existant pas, tout à fait. Donc ils ont créé cette recette où c'était tellement cuit, du coup c'était complètement fondant. Donc c'est une recette absolument exceptionnelle qui forcément a un coût dans les restaurants, on la trouve beaucoup en période de chasse, mais c'est pas donné parce qu'on l'a compris, il y a une préparation absolument monstrueuse. Non seulement ça, et qu'il y a un nombre d'ingrédients assez important. N'est-ce pas ? Donc, à côté de ça, il y a évidemment plein d'autres produits dans ce terroir merveilleux, beaucoup de champignons. Ils ont réussi aussi à avoir une ferme à côté pour tout ce qui est produits laitiers, etc. Lait, crème, beurre, pas de problème. Ils ont un fromager qui fait des fromages de chèvre absolument incroyables. Les chèvres sont élevés en plein air, du coup la qualité du lait est superbe. Et puis pour le reste des fromages, ils travaillent avec Bordier, qui est une référence assez sûre. On trouve aussi du foie gras, et puis derrière, beaucoup de très beaux fruits, et notamment la poire tapée.
La poire taillée, Alors, c'est vraiment une qu'est-ce que c'est? spécialité. Ah, mais je crois que j'en ai entendu parler. Là, c'est une tarte compoire. Hein. Oui, c'est ça, Une poire une poire comptable. Une tarte compoire. Une poire comptable, ouais. Elle est séchée, en fait. Elle est écrasée sous une grosse masse, quadrillée. Voilà, donc ça, c'est aussi une des spécialités de la région. Et puis, il y a une grosse production de miel. Alors, il y a aussi, on le connaît, la Loire, pour ses vins. Bien sûr. Et depuis cette année, Christophe a décidé de travailler en partenariat avec un vigneron, un couple de vignerons qu'il aime beaucoup, qui se trouve donc sur l'appellation Touraine, et qui leur a sorti 2 cuvées, un blanc et un rouge. C'est chouette, en tout cas, la bouteille est chouette. Le dessin est assez joli, c'est Ouais. une cliente qui a fait des dessins, qui leur a fait l'étiquette. Je m'en doutais que ça, Il y avait une histoire assez jolie. ouais, c'était du fait maison. Et donc il y a un blanc, un rouge, et les 2 cuvées portent les noms des filles de Christophe et Emmanuel. C'est mignon. Absolument adorable. Donc on a Lizzie pour le blanc et Maëlys, c'est le rouge. Moi j'ai eu un coup de cœur absolument démentiel pour le blanc. Je vous la montre malheureusement vite parce que j'avais beau avoir acheté une caisse. Je sais pas, elle s'est évaporée, je comprends pas. Il a fallu la goûter. C'est ça. Avec modération, toujours bien entendu, vous me connaissez. Et donc ça, c'est un 100% Sauvignon. Alors le Sauvignon, parfois on lui reproche son côté un peu vipicha. Moi je trouve que c'est un vin qui est pas toujours très expressif. Là c'est absolument incroyable. Il y a un nez explosif qui est très gourmand. On a presque l'impression que ça va être un vin sucré, alors que non, pas du tout. C'est un vin qui reste sec, mais qui a une richesse aromatique, quelque chose d'extrêmement sensuel, gourmand, qui enrobe complètement le palais. J'ai eu un coup de cœur monstrueux pour ce vin. Le rouge aussi est très intéressant. Sur le rouge, on est sur un assemblage de Gamay et de Pinot de souvenirs. C'est ça, Pinot Noir et Gamay. Et c'est aussi très chouette. Alors le Sauvignon, vraiment, ça a été la révélation. Ouais. Alors, dans la région, il y a des cépages aussi assez inconnus. Est-ce que tu savais que Romorantin, c'était aussi un cépage? Du tout. Je connais la vie, mais je ne sais pas. Et bien, c'est ça. En appellation Cheverny, on a effectivement l'utilisation du cépage Romorantin qui est vraiment, vraiment, vraiment typique de la région de la Loire. Mais c'est vrai que les vins de la Loire ne sont pas ceux qui sont forcément les plus reconnus, en tout cas sur le marché du vin et parmi les grands amateurs. Alors que Bordeaux, voilà, Bourgogne, exactement. etc. Alors qu'il y a quelques trésors, pépites très sympathiques. Et toute la carte des vins extrêmement intéressante chez Christophe. Le sommelier est exceptionnel. Alors, on a parlé produits, on a parlé vin, mais on n'a pas encore parlé de légumes. Pourquoi on n'a pas parlé de légumes? Parce qu'il ne travaille pas avec un producteur. Il a son propre potager. Génial. Et oui. Ça, c'est assez bluffant. Moi, je trouve ça dingue, les chefs qui arrivent à avoir assez de surface pour être autosuffisants, en fait. Hein. Comme Alexandre Couillon, justement. Comme Alexandre Couillon, c'est ça, qui a aussi créé son potager. Décidément, il devrait... Je sais pas s'ils se connaissent. Il y a des synergies entre les deux. Et donc on va le voir dans l'interview de Christophe. On va voir derrière, il y a un de ses cuisiniers qui est en train de cueillir justement la récolte du jour. Et du coup, ils vont vraiment se servir directement pour composer leur plat en fonction de ce qu'ils trouvent dans le potager. C'est une super initiative. Allons-y. Le potager, c'est un peu l'histoire familiale, le retour à la terre, l'envie de valoriser les produits et de valoriser aussi ce val de la Loire, qui était l'endroit où à l'époque la Loire débordait, donc riche en alluvions, avec une terre qui est vraiment fertile. Et j'ai démarré avec un petit morceau de 1000 m², où on a commencé avec les garçons à faire le jardin, à s'amuser un petit peu, à faire des variétés de carottes, des navets, des petites choses un peu sympas. Et puis au fur et à mesure, j'ai les anciens du village qui sont venus me voir, me proposer de nouvelles terres. Et donc on est aujourd'hui à 3000 m². On a 2000 m² dans cette parcelle, et puis on a 1000 m² encore un petit peu plus loin, où là on fait tout ce qui est tubercules, courgettes, toutes les choses qui talent un petit peu. Et donc Alain Gaillard qui nous a rejoint, qui est aujourd'hui notre jardinier, qui est là à l'année, qui a tous le temps de chouchouter la terre, et on est en permaculture. Donc on est sur le mix des variétés, et ce qui nous permet d'avoir des choses diverses, de s'amuser à faire des petits trucs qu'on ne trouverait pas spécialement chez les distributeurs. Ouais. Aujourd'hui, tu as besoin de t'approvisionner autre part? Non, on est en autoproduction. Donc je ne dis pas qu'on va être en autoproduction toute l'année, mais en tous les cas, on va dire de début mai à, je pense, cette année, fin novembre, on sera sur de l'autoproduction.
En termes de variétés, donc il y a beaucoup de variétés. On rentre dans la saison hivernale. Est-ce que tu as un produit chouchou, un légume à nous parler Ouais, alors ce qui est marrant, c'est qu'on essayait de compter les variétés ensemble tout à l'heure. Hein. Je pense qu'on en a plus de 100 variétés, mais c'est énorme parce qu'on a essayé vraiment de jouer sur la diversité. Et puis il ne faut pas oublier aussi que c'est un peu un jardin où on teste et où on fait des essais. Et donc on a notamment ce pois patate qui est assez marrant, où on a fait un demi-rang, on s'est dit bah, tiens on va planter ça, on verra ce que ça va donner. Et on a un tubercule qui est censé avoir un goût de pois. Donc là on regarde un peu l'évolution du tubercule au fur et à mesure du temps, mais ça c'est en train de se développer, c'est super. On a de la capucine tubéreuse, l'oca du Pérou, de l'hélianthus, qui sont des tubercules donc plus pour l'hiver, pas mal de variétés de choux, énormément de variétés de carottes différentes, des carottes boules, des carottes un petit peu plus longues, voilà, on essaie vraiment de jouer sur les couleurs et sur les goûts. On avait 320 pieds de tomates cet été, pratiquement une petite quinzaine de variétés de courgettes différentes. Et puis je suis un amoureux des agrumes, donc on a aussi une petite dizaine d'agrumes comme le cédra, la main de Bouddha, citron caviar, on a un petit citron bizarria aussi qui est un citron un petit peu de forme différente. Pas mal de fleurs, hein, puisque on avait aussi cette envie d'essayer d'aller chercher des sensations et des goûts un peu marrants. On a aussi de la tagette, qui est une variété d'œillet passion, une petite dizaine de variétés de menthe. On a fait de la baie de goji. Pas mal de fruits rouges comme le cassis, des framboises blanches, des framboises roses, des myrtilles. Voilà, on a vraiment beaucoup de choses. Ouais. Est-ce qu'il y a un légume que tu as essayé de faire pousser et qui ici ne pousse pas? Pour l'instant, on n'a pas tellement été embêté. Il n'y a que l'année dernière en fait où j'étais tout seul et où j'avais pas toutes ces notions. Et en fait, on avait une petite bête qui s'appelait l'altise. Et par exemple, l'année dernière, on n'arrivait pas à avoir de radis et de navets. Parce que cette petite bête, elle venait piquer les feuilles des radis et des navets et le légume ne se développait pas. Et le fait cette année d'être en perma et d'avoir un vrai travail du sol avec Alain, eh bien, on n'a plus du tout été embêté avec ces petites bêtes. J'aime beaucoup ce côté pois patate. Pois patate Pois patate, c'était une bonne surprise. Alors maintenant qu'on a découvert l'univers total de Christophe, je vous propose qu'on passe à table. Ah bien sûr, allons-y. C'est ce qu'on attendait depuis tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? On mange du coup tous ces produits dont on a parlé, travaillés de manière assez exceptionnelle. Alors, tout d'abord, il y a une multitude de petits amuse-bouches, comme on peut le voir derrière, notamment là, ce très joli triptyque avec dessus. Et là, on découvre, premier aperçu des poissons, l'acra de cendre, voilà, qu'on voit au milieu, tartelette crémeux de silure, de Loire fumée. Donc là, le poisson, l'énorme poisson dont on parlait tout à l'heure, qui a été transformé, sublimé en toute petite tartelette, voilà. Et puis une pizza soufflée caviar aubergine. Voilà, c'est très bien, jamais désagréable. Derrière, on va du côté du caviar. Ça, c'est vraiment un des plats assez emblématiques de Christophe. Il travaille vraiment le caviar. Donc il a un caviar avec un producteur absolument fantastique qui lui fait un caviar qui est maturé 90 jours. Et là, il l'a travaillé avec une crème d'échalote confite, du concombre et une huile tagette. Tagette, vous savez, c'est une petite herbe. Et c'est extrêmement rond, extrêmement doux, frais. L'intérêt du concombre, voilà, ça apportait de la fraîcheur par rapport au fumé du caviar. Une très jolie entrée. Et puis tout à l'heure, on parlait du pithivier de Colbert. Alors, quel est le résultat? Le résultat est magnifique. Absolument incroyable. Ah là, c'est dingue. Donc il le cuit entier, là c'est un demi, on voit bien la tranche à l'intérieur, donc il y a le colvert, au-dessus le foie gras, au-dessus encore le chou, et tout en bas il y a un peu de champignons et de truffes. Et il sert ça avec une herbe qui s'appelle tanésie, qui apporte une touche végétale extrêmement douce et subtile. C'est très joli plat, extrêmement bien maîtrisé. On voit que c'est assez technique comme recette, et il fait ça absolument merveilleusement bien. Alors tout à l'heure, il nous parlait de la carpe à la Chambord. Mais oui, alors, qu'est-ce que ça donne? Hommage au château. Alors la carpe à la Chambord, c'est donc ce plat qu'on voit derrière, qui est constitué de différentes parties.
on va en voir en même temps le dressage derrière. Donc en fait, d'abord il y a une écrevisse aussi d'ailleurs. Oui, non, c'est la carpe à la Chambord, c'est pas que la carpe. Donc là, on voit le morceau de carpe, vous voyez, c'est long, on appelle ça une goujonnette, parce que c'est une languette taillée en biais dans le filet. Donc il y a cette goujonnette qui a été cuite, saisie comme ça, voilà, qui est très fondante à l'intérieur. Et autour, il va disposer des quenelles de chair de carpe. Donc la quenelle, vous voyez ce que c'est les quenelles qu'on a pendant les fêtes. Là, c'est une quenelle qui est beaucoup plus aérienne, presque crémeuse, et qui est mélangée évidemment avec plein d'autres choses. Il y a des herbes, etc. Enfin, il y a un joli mélange. À côté, il va disposer des petites écrevisses qui ont été juste châtrées. Voilà, c'est mignon. Préparées merveilleusement bien, avec beaucoup de soin, à peine cuites, absolument incroyable. Derrière, il y aura des petits champignons de Paris, qui sont comme des petits boutons, tout mignons, comme des petits boutons de culotte. De la truffe, bien sûr. Ça nous paraît indispensable. Oui, parce que le plat était trop léger, bien sûr. On rajoute de la truffe. Et pour finir, parce que sinon on avait peur de manquer un peu, vous connaissez, on rajoute une sauce au vin rouge évidemment cheverny. Oui, bien sûr. Donc un plat emblématique de la région, qui maîtrise parfaitement bien, très délicat, extrêmement gourmand. Alors, on parlait donc de la carpe à la Chambord tout à l'heure, mais on a parlé aussi du lièvre à la royale. Et le plat suivant, que nous allons voir juste après en image, c'est donc le lièvre à la royale dressé. Alors non, c'est encore ça c'est une autre photo, très jolie, de la carpe à la Chambord. Voilà, donc là on voit bien effectivement tous les détails. Et voilà enfin le lièvre à la royale. Absolument magnifique. C'est dingue, on dirait ça me fait penser, tu vois, on en parlait de Alexandre Couillon. De la marée noire, de son huître marée noire, tout à fait. Ça, ouais. Donc on le voit là, très beau, très laqué. Bon, on en a parlé tout à l'heure, le lièvre à la royale, très technique. Et puis donc derrière, on passe au fromage. On parlait tout à l'heure de ce producteur de fromage. Et alors là, c'est travaillé quand même. C'est très travaillé. À l'intérieur, il y a une mousse de fromage de chèvre. De... Par-dessus, il y a des petits copeaux, on voit, de chèvre. Et puis plein de petites fleurs et d'herbes sauvages qu'il a récoltées dans la région. C'est très joli, parce qu'en même temps, la mousse est très douce. Et autour, le chèvre est assez puissant. Ça fait un contraste absolument magique. On passe évidemment au dessert. La pâtissière est assez technique. Là, on est sur un mélange châtaigne et fève tonka. Donc, c'est très rafraîchissant, tout en étant bien sûr gourmand, parce qu'il y a la glace qui est côté très frais. Mais c'est un plat qui est complètement ancré dans la saisonnalité. La châtaigne, qui est sublimée par le côté fève tonka. Oui, fève tonka, c'est un peu entre la vanille... Voilà, donc un repas absolument magnifique. C'est assez abordable en fait. À 5 services, on est à 70 €. 7 services, on est à 92. Je trouve que c'est quand même abordable. Oui, et puis pour un 1er janvier à 125 €. Donc, il y a un déjeuner effectivement au 1er janvier accessible. À 125 €. Eh ben, merci beaucoup en tout cas de nous avoir régalé, Isabelle, pour cette belle émission du côté de Chambord, et bravo à Christophe et à toute son équipe surtout. On se retrouve pour de nouvelles aventures l'année prochaine, et nous étions très heureuses de partager cette année gourmande avec vous.